Mamadou Koulibaly est revenu. Quand il est sorti avec l'affaire de la Cour des comptes, et qu'on lui a dit quel rôle lui il occupait à cette période-là, Mamadou Koulibaly il a fini avec ce buzz. Il est en train de créer un nouveau buzz. Donc c'est le 5e sujet. Mamadou Koulibaly, quel profit tire la Côte d'Ivoire de sa stratégie mercantiliste du pétrole? Mamadou Koulibaly dit, la Côte d'Ivoire gagne quel bénéfice à vendre son pétrole? Parce que le commerce, tu vends, tu achètes. Quel bénéfice la Côte d'Ivoire gagne en vendant son pétrole et en achetant du pétrole? Il veut créer un nouveau buzz. Mais comme nous sommes tous allés à l'école, Mamadou, de la manière que toi tu penses que tu es trop intelligent là, et puis tu es trop fier de toi là, c'est comme ça aussi que nous, nos papas là, ils nous ont mis à l'école et puis on est fiers de nous. Donc là, ce sont les militants du PPACI que vous pouvez blaguer. Ce sont les gens qui ne veulent pas devenir intelligents que vous pouvez blaguer. Ce sont des gens qui ne veulent rien comprendre que vous pouvez blaguer. La question que tu as posée là, on va lire ce que tu as dit devant tout le monde. Et puis ce qui te fatigue là, moi je vais t'expliquer ça. Parce qu'il y a des gens, vous les voyez, c'est par un pur concours d'erreurs de la nature qui se sont retrouvés devant les autres. Si c'est toi qui dois poser une telle question, c'est une question des plus bêtes. Mais nous, on va ouvrir les cerveaux des gens pour leur expliquer la réalité, pour que ton buzz que tu recherches là, ça ne passera jamais par le pouvoir de Alassane Ouattara. Des investisseurs produisent du pétrole brut en Côte d'Ivoire. Mais comme la raffinerie de ce pays n'est pas aux normes techniques pour raffiner ce brut, il est exporté vers d'autres pays équipés pour... Écoutez très bien ce que Mamadou Koulibaly dit. Hein. Il dit, en Côte d'Ivoire, là, nous, on n'a pas les moyens d'aller creuser 5 km. Kalao qu'on vient de découvrir là, tu vas en pleine mer et puis tu descends 5 km. C'est là-bas que tu vas l'enlever pétrole brut là. Quand tu vas enlever là, tu vas transporter cuvette sur ta tête et puis marcher sur l'eau. Parce qu'en vérité, si vous croyez en moi, vous ferez plus que moi. Vous n'allez même pas marcher sur l'eau, vous allez vous envoler sur l'eau. La vieille Amélie d'Akradio, elle va vous aider. Donc, Mamadou Koulibaly dit, comme nous, on n'a pas les moyens de faire ce travail-là, on prend des investisseurs comme les Eni, comme les Total, et ils viennent, ils enlèvent notre pétrole brut. Quand ils enlèvent notre pétrole brut, comme nous, on n'a pas les raffineries qu'il faut, on envoie ça dans d'autres pays qui ont les équipements pour raffiner notre pétrole. Mais la Côte d'Ivoire, qui a une raffinerie, importe du pétrole brut qui est raffiné pour sa consommation locale et ses exportations de carburant vers des clients à elle. Et c'est là que M. Mamadou Koulibaly commence à malhonnêteté. Il dit, mais dans le même temps, la même Côte d'Ivoire qui a une raffinerie, notre raffinerie là, c'est quelle raffinerie? C'est la CIR, la Société Ivoirienne de Raffinerie, importe du pétrole brut. Comment se fait-il que nous, on importe du pétrole brut qui est raffiné et puis on vend ça dans notre pays et puis à des pays comme le Mali, le Burkina? Ce qu'il vient de dire, c'est que l'individu fait une rupture entre deux idées. Ça, il prend deux idées sans mettre un connecteur logique et puis pour lui, il en fait une vérité. Pourquoi un pays qui produit du pétrole brut va prendre ce pétrole brut là, le vendre aux gens et puis aller payer un autre pétrole brut et puis venir exploiter ça dans sa raffinerie? Mais la première réponse se trouve dans ce que tu as dit. Tu as dit que le pétrole brut qu'on enlève en Côte d'Ivoire là, nos raffineries, la CIR n'est pas aux normes. C'est quel type de brut? C'est là-bas que réside la vérité. Et tu n'as pas eu le courage de dire le type de brut. Parce que le type de brut qu'on a là, au moment où on construisait la CIR là, on ne savait pas, au moment où on construisait la CIR là,
la Côte d'Ivoire n'était pas pays producteur ou même exploitateur de pétrole. On n'a fait que construire une usine qui pouvait exploiter simplement le carburant dont on a besoin. Mais si tu étais intelligent et honnête, tu allais bien expliquer ça aux gens. Mais tu fais dans la malhonnêteté en faisant un rapprochement facile. Non, on enlève du pétrole ici, on vend ça, et puis on s'en va payer du pétrole ailleurs, et puis on vient raffiner dans notre pays. Quand c'est comme ça prête confusion. Alors qu'il n'y a aucune confusion. Mais retenez très bien ce qu'il a dit. Et puis la Côte d'Ivoire importe aussi des produits pétroliers en dehors du brut pour compléter ses besoins nationaux. La Côte d'Ivoire exporte du brut et du raffiné et importe du brut et du raffiné. Bon, ça s'appelle simplement du pléonasme, de la redondance. Tu redis les mêmes choses pour confondre les gens. Ça s'appelle de l'embrouillamini. Ça s'appelle de l'esbrouf. Ça s'appelle de la carabistouille intellectuelle. Tu as vu que nous tous on est à l'école, hein? On ne peut pas tromper les gens. C'est vous qui parlez gros français là. Elle exporte du brut et du raffiné et importe du brut et du raffiné. Ça ne veut rien dire. Ce que tu as dit là, tu n'as fait que tourner en rond pour dire une seule phrase. Elle gagne combien avec une telle stratégie mercantiliste du pétrole? Je vous laisse faire la balance et constater s'il y a des gains ou des pertes d'argent pour la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, quand on est malhonnête, qu'on saute sur des solutions faciles. En réalité, voici ce que Mamadou Coulibaly présente. Il dit, Côte d'Ivoire que vous voyez là, est-ce qu'on ne vous a pas dit qu'on a découvert gisement baleine? Est-ce qu'on ne vous a pas dit qu'on a découvert gisement Kalao? Est-ce qu'avant ça, Laurent Gbagbo n'avait pas donné des puits de pétrole à sa femme? Quand la cour, voilà, vous connaissez, après on n'a pas trouvé propriétaire, voilà, mais vous laissez ça. Comment on peut enlever du pétrole brut? Au lieu de raffiner, on ne raffine pas. On prend ce pétrole brut là, on vend ça. Quand on finit de vendre ça, on s'en va payer du pétrole brut et puis maintenant on vient raffiner et puis maintenant on vend ça. Mamadou Coulibaly dit que est-ce qu'une telle stratégie là, comment tu peux vendre quelque chose que tu as déjà pour aller repayer la même chose et puis venir raffiner? Lui il trouve que c'est une idée bête. Et avec une telle idée, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne un bénéfice dedans? Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu veux être malhonnête, on te met en face de tes preuves. Et M. Madou nous a sorti des chiffres. Il dit 12 mois de l'année 2013, la Côte d'Ivoire a exporté 473 549. Et il a importé, on a fait venir 1444,197. Et sur les 9 mois de l'année 2023, on a exporté 275 782 de brut et on a fait venir 1249,444 de brut. C'est sur ce tableau-là qu'il se base. Et la conclusion, il veut nous démontrer qu'on perd de l'argent. Mais ce qui est intéressant, qu'il faut rappeler à M. Mamadou Coulibaly, c'est de lui demander comment eux-mêmes ils géraient les ressources. Puisque eux, ils ont géré avant le président Ouattara. C'est qu'ils trouvent bête que le régime Ouattara fait aujourd'hui là. Est-ce que eux-mêmes, c'est la même chose qu'ils faisaient avant? Ou bien eux faisaient quoi avant? Et donc, on va demander à Mamadou Coulibaly, ce que Ouattara fait aujourd'hui là, est-ce que c'est la même chose qu'eux faisaient? Ou bien, est-ce qu'ils faisaient quelque chose de différent? Et voici ce que Mamadou Coulibaly nous dit ici. On va l'écouter ensemble. Règlement de compte particulier contre Laurent Gbagbo, par exemple. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy,
par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Ah bon? Donc à votre tour, au moment où vous gérez le pays, vous donnez les biens du pays comme ça, sans difficulté. Voilà comment eux géraient. Vous avez bien entendu. Il dit au moment où ils géraient le pays, les ressources naturelles du pays là, eux ils laissaient ça comme ça. Ils ont tout donné à la France comme ça. Donc eux ils géraient, si vous voulez, en valval, en désordre. Voilà comment eux géraient le pays. Et il a bien dit, vous avez entendu. Je reprends encore pour que vous écoutez. Parce que nous sommes sur la tribune des preuves. C'est la voix de Mamadou. On lui demande comment vous gérez les ressources naturelles. Il dit, nous là, le seul référentiel, c'était de faire plaisir à la France. On laissait tout dans la main de la France et la France gère comme elle veut. Et même pendant des moments d'élection où il y avait les troubles pour faire plaisir à la France, on leur a donné des puits pétroliers. Téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré. Et donc vous aurez bien entendu de quoi il était question. Et donc quand vous entendez une gestion malsaine, approximative, une gestion irresponsable, est-ce que de la manière que tu dis que aujourd'hui on arrive à exploiter, et puis tu as donné des chiffres depuis 2013 jusqu'en 2023, est-ce que vous pouvez produire les mêmes chiffres? Ça veut donc dire que vous n'aviez même pas une gestion qui était dans votre propre contrôle. Ça veut dire que tout était aux mains de la France. Ça veut dire ce que vous reprochez au régime de Ouattara de 93 jusqu'à aujourd'hui là. Au moins, eux nous disent qu'ils ont exploité des brutes, ils nous donnent des quantités et ils nous montrent ce qu'ils ont fait pour payer et ce qu'ils ont fait aussi pour acheter ou importer. Ça, c'est déjà une grande différence. Vous avez dirigé pendant 10 ans, vous ne pouvez pas du tout nous établir un tel tableau. Maintenant, où est-ce que donc le pétrole ivoirien partait pendant les 10 ans? Les Ivoiriens doivent savoir ce que vous avez fait avec. Mais mieux, Ouattara n'est pas n'importe qui, c'est un économiste. Et ce qu'il fait, avec cet esprit mercantile-là, quand tu payes quelque chose, c'est pour toujours avoir un bénéfice. Et quand tu vends quelque chose, c'est que tu estimes que tu vas en tirer un bénéfice. Et c'est grâce à ce système-là que tu critiques là. Voici ce que Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Chers tous, décidément, la Côte d'Ivoire a le vent en poupe. Ce pays a le vent en poupe parce que la Côte d'Ivoire, jadis première économie de la zone UEMOA, aujourd'hui est considérée comme l'un des pays qui a une croissance forte, soutenue et stable. Le Nigeria, qui était la première puissance économique d'Afrique, avec l'Égypte, ont dégringolé. Le Naira est aux abois. Le Naira du Nigeria ne vaut plus rien depuis que Tinubu est arrivé au pouvoir. La situation économique au Nigeria est dramatique et intenable. L'Égypte est à genoux. Le dollar égyptien est tombé à moins d'un tiers, à plus d'un tiers de la valeur du dollar. L'Égypte est sous perfusion des institutions du Bretton Woods. Pendant ce temps, un petit pays comme la Côte d'Ivoire réalise des prouesses économiques. Aujourd'hui,
en Afrique, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des premières économies les plus fortes en termes de croissance avec le Rwanda et l'Éthiopie. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Cela veut dire que ceux qui sont à la tête du pays ont travaillé et continuent de travailler. Donc Mamadou Koulibaly, ça veut dire ils savent quand ils vendent quelque chose, ils savent pourquoi ils vendent. Quand on prend le franc CFA, quand on s'en va au Nigeria là, eux disent c'est ce qu'on attendait parce que le Naira ça ne va pas. Donc quand on paye là, quand le Naira est dévalué là, c'est qu'on devrait payer à 100 francs là, on paye ça à 10 francs. Donc il ne faut pas voir la quantité des chiffres pour dire que c'est ce nombre de milliards qu'on a dépensé. Intelligence simple à comprendre. Maintenant, quand la Côte d'Ivoire vend son pétrole là, vu que nous on est arrimé à l'euro là, le minimum là, on ne vend pas ça en francs CFA. On vend ça en dollars ou bien en euros. Imagine-toi que tu as payé une barrique de pétrole à 600 francs, ce qui fait 1 euro. Tu as vendu ça en euros. Tu as 1 euro en main. Maintenant, les 1 euro là, quand tu prends ça, c'est un seul euro. Tu prends ça, tu viens en Côte d'Ivoire. Ça devient 600 francs. Maintenant, dans les 600 francs là, le pétrole que tu vas aller payer au Nigeria là, puisque c'est en Naira tu vas payer, si ça devrait te revenir à 400, quand tu enlèves les 400 dans les 600 que tu as reçus là, quand tu prends les 400 et puis tu donnes au Nigeria pour avoir ce que tu veux là, tu as fait un bénéfice de 200 francs CFA. Maintenant, multiplier ça en milliards, ça fait déjà un gain. Pourquoi? Parce que le Naira, quand il se dévalue là, c'est le franc CFA qui gagne en valeur. Donc c'est comme si on échangeait ce qu'on a en euros contre en Naira. Et donc on gagne doublement. Et ça, il faut qu'on t'explique. Ça fait partie de l'intelligence minimale. Et ça, on n'est même pas encore rentré dans la base du problème. Hein. Mais je t'explique ça simplement pour que tu saches que c'est tout ça quand on a des gens qui savent comment le monde fonctionne. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire s'en sort aujourd'hui. Ceux qui sont à la tête du pays ne sont pas des baldrings. Ils savent où ils vont. Parce que, qu'on l'aime, qu'on ne les aime pas, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va laisser pour le pays. Et en la matière, les nouvelles sont très, très, très bonnes et rassurantes. Pratiquement, les signaux se verdissent de jour en jour. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays dans le monde, dont on connaît l'inflation, mais la capacité du gouvernement ivoirien à absorber ces crises-là et à faire en sorte que l'économie ivoirienne tienne et grandisse est extraordinaire. Je me demande bien comment et avec quel argument l'opposition ivoirienne pourra vraiment aller à la conquête du pouvoir. Et donc là, cette question pose aussi le fait qu'on se demande comment vous qui êtes des grands dirigeants, des économistes, autant que Ouattara, vous n'avez pas pu diriger la Côte d'Ivoire comme ça. Et demain là, qu'est-ce que vous pouvez venir dire aux Ivoiriens en termes de convaincre les Ivoiriens que vous savez faire quelque chose? Surtout que vous avez passé avant lui. Vous avez fait preuve de vos médiocrités. Lui, il est venu. Il vous a déciencé devant tout le monde. Mais demain, là, vous aurez quoi à dire aux Ivoiriens? Parce que une chose est certaine. Ils ne pourront pas faire plus ou changer de route ou détruire toutes les bases de l'économie déjà installées. Parce que c'est simple. Ce qui est fait maintenant, c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'il faut faire. Donc soit ils vont faire la même chose, soit ils vont nous mener à l'aventure. Voilà les deux possibilités. Et en réalité, eux ne viennent que pour s'accaparer des fonds, parce que c'est devenu une habitude.
Chaque fois que le président Ouattara passe, il laisse le pays dans un bon état. Eux là, tout palabre qu'ils font aujourd'hui là, j'ai dit si Tidjane Thiam lui vient, c'est pour prendre l'argent là, pour payer les plaintes qu'il a aux États-Unis. L'argent des gens qu'il a pris, il a mis dans des prêts toxiques là. Tôt ou tard, les gens vont le poursuivre. Il vient aux élections, c'est pour payer ces sommes là. L'argent des Chinois qu'il a gâté, c'est pour payer ça. L'argent de la banque suisse qu'il a fait tomber là, c'est pour payer ça. Lui, c'est son objectif. Les Laurent Gbagbo, les Soro, les Blé Goudé, les Simon là, et leur objectif, c'est venir. Et puis, comment bien vivre, comment dépenser l'argent. Donc, en d'autres termes, Ouattara, c'est un homme maudit. C'est un nègre de plantation. Lui doit travailler. Les autres viennent s'amuser sur le fruit de ses efforts. Comme Bédié l'a fait à travers les efforts du président Ouattara entre le 13 avril 1990 et 1993. Quand il a mis tout un système économique en place, après avoir relevé l'économie de la Côte d'Ivoire. Et avec la dévaluation, comme je vous ai expliqué, la Côte d'Ivoire était bénéficiaire de beaucoup de choses. C'est tout ça que Bédié, avec les Tidjane Thiam, ont mis en feu. C'est eux aujourd'hui qui veulent revenir. Et ça, on n'acceptera pas ça. On dit que premier Gaou est Gaou, mais deuxième Gaou est Nyata. Bédié, si pour une première fois on a vu de ce qu'il a fait, le gâchis qu'il a fait, on ne permettra pas à Tidjane Thiam de venir distraire le monde. Et c'est de cela que vous êtes en train de parler, monsieur. Pour le moment, il y a un nouveau venu, M. Thiam, qui a esquissé quelques points de ses réflexions et qui veut baser l'économie ivoirienne donc sur l'épargne nationale, etc. Bon, il n'a pas encore vraiment développé pour qu'on puisse dire si cette posture-là est la meilleure et qu'elle va nous propulser plus haut. On sait que c'est une solution. Mais est-ce que c'est la solution? Pour le moment, il a parlé de politique générale, de vision générale. Il faut être spécifique et précis. Donc nous l'attendons. Mais il faut être honnête. L'économie de la Côte d'Ivoire se porte bien. Et très bien. Et cela à l'honneur du gagneur de Coupe d'Afrique. Cela à l'honneur de celui sous qui on a eu le plus de champions internationaux. Cela à l'honneur de celui sous qui, sur le plan artistique, on a eu les meilleures éclosions de nos artistes. Avec ces jeunes qu'on décore aujourd'hui, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, en tout cas pour ceux qui savent se distinguer, est reconnue par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Cela n'est pas arrivé depuis longtemps. Rendons à César ce qui est à César. Rendons à César ce qui est à César. Rendons à Mamadou Koulibaly sa malhonnêteté et rendons à la vérité ce qu'elle vaut. Après ce qu'on vient de vous entendre, des gens qui disent non, on a tout donné à la France, sans chercher à rien faire. Et aujourd'hui, est-ce que ces personnes peuvent s'asseoir pour donner des chiffres pour tromper les gens? On vient de prendre lui-même ses propres chiffres pour lui montrer que ce ne sont pas les chiffres qui font la réalité, mais c'est la réalité qui fait les chiffres. Et les chiffres aujourd'hui sont à l'avantage de Ouattara. Quand tu vas faire un commerce et puis tu perds, tu n'as pas besoin de parler, on va savoir. Tu vas faire la banqueroute. Mais comme tu as parlé du pétrole, on va se limiter au pétrole et on va t'expliquer comment ça se passe, Mamadou Koulibaly. Mais on ne peut pas parler de pétrole sans expliquer ce que c'est que le pétrole. Chers parents, le pétrole en lui-même là, après ce que Mamadou Koulibaly a dit, que comment on peut extraire du pétrole, vendre ça, payer encore du pétrole et puis raffiner. Ce que Mamadou Koulibaly n'explique pas. Si vous vous souvenez, il y a une semaine, j'ai fait un cours ici sur les économies de l'Afrique. Je vous ai dit que l'économie du Nigeria était basée sur l'exploitation du pétrole. L'économie de l'Afrique du Sud était basée sur les minéraux. L'économie, par exemple, de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Au départ, là, le pétrole, ça ne nous intéressait pas. On était dans l'agriculture.
Et donc, la CIR qu'on a eu à construire là, c'est une compagnie qui ne faisait qu'exploiter un pétrole de basse gamme, facile à traiter pour nos besoins. Voyez-vous, les besoins que quelqu'un a en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les besoins que quelqu'un a aux États-Unis. Donc là, les produits pétroliers qu'on utilise là, ce n'est pas les mêmes choses. Et comment tu vas construire une usine qui ne répond pas à tes besoins? Et donc la Côte d'Ivoire a construit une usine qui répondait à ses besoins pour fabriquer gasoil, essence super et autres. C'est de ça qu'on avait besoin. Mais c'est plus tard, après les années 90, qu'on va découvrir qu'on a du potentiel en matière de pétrole. Mais la réalité qui s'impose à nous, on vous a dit que le monde est une jungle. Si tu as du pétrole, est-ce que les Occidentaux ont forcément intérêt à mettre la technologie en face de toi? Si tu as ton produit naturel et la technologie, eux ne vont pas manger. Un bon exemple, c'est le Soudan. À cause de ça, ils ont divisé le Soudan en deux. Le Soudan était que l'exploitation du pétrole était faite dans le sud, mais les raffineries se trouvaient au nord. Mais pour augmenter leur marge de manœuvre, les Occidentaux ont tout fait pour diviser ce pays en 2011 pour que la ressource naturelle soit d'une part et l'industrie soit d'une autre part. Mais nous, dans notre cas en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on a fait des gisements baleines, on a fait des gisements Kalao. Vous pensez que ces blancs-là vont dire, comme on a vu tous, on va venir mettre cette technologie-là dans votre pays directement? Non. Ils vont aussi essayer de garder cette marge de manœuvre. C'est peut-être plus tard, avec des dirigeants éclairés et des dirigeants résilients, qu'on pourra un jour arriver petit à petit à avoir la technologie et le transfert de cette technologie-là. Mais d'abord, il faut former d'abord nos hommes. C'est de cela qu'il est question. Et donc, un pays qui avait une agriculture basée sur... un système économique basé sur l'agriculture n'a aucun intérêt à avoir une industrie pétrolière avec une technologie qui ne lui sert à rien. Ce que Mamadou Koulibaly est en train de dire, c'est un langage facile pour ceux qui ne connaissent pas ou même pour ceux qui ne veulent pas apprendre. Et nous, notre rôle, c'est de sortir pour bien expliquer. Et pour bien expliquer là, pétrole là même, c'est quoi? Quand vous parlez pétrole là, tout le monde a vu l'image à la télévision. Quand les puits de pétrole là, ça se perce. Ou bien quand les bateaux là s'éclatent sur la mer, on voit une huile noire. Une huile noire, souvent même c'est une huile pâteuse, mais tout le monde voit ça. C'est ça qu'on appelle pétrole. Mais ce que vous devez savoir, cette huile noire-là est composée de carbone et d'hydrogène. Parce que on vous a dit que la Terre, là, nous ne sommes pas les premiers habitants et nous ne serons peut-être pas les derniers. Mais ceux qui ont existé des millions d'années avant nous, le monde d'aujourd'hui, là, c'est pas comme le monde d'hier. Il y a eu des grandes catastrophes. Il y a eu des catastrophes où presque le monde entier a été détruit à un même moment. Donc, l'ensemble de ces bois, de ces animaux et de tout ce que vous pouvez imaginer là, quand ça s'accumule les uns sur les autres là, ça finit par créer des produits chimiques. Quand ça crée ces produits chimiques là, ça peut être soit dans la mer, comme ça peut être soit sur la terre. Mais c'est composé essentiellement de matière organique. Ça veut dire les animaux qui existaient avant, les fossiles, tout là, c'est ça. Quand ça se condense, ça se condense. Et puis, dans des conditions particulières de la géologie, c'est ça qui donne cette huile noire-là qu'on appelle le pétrole. C'est vraiment une manière très simple d'expliquer ça. Maintenant, le pétrole que Mamadou Koulibaly est en train de parler là, comment toi tu peux extraire quelque chose, vendre la même chose, et puis payer la même chose, et puis raffiner? Non, c'est de la malhonnêteté. Ce qui se passe, c'est que le pétrole que je viens de définir là, il y a 3 types de pétrole. Vous-même là, quand vous prenez les bois dans la forêt là, tout est bois, on est d'accord. Mais est-ce que les bois ont les mêmes compositions? Non. Ils sont tous bois. Mais quand on arrive à les couper là, on va voir, il y a bois bété,
il y a bois blanc, il y a teck, il y a tout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes consistances parce qu'ils n'ont pas les mêmes composés. Pétrole là aussi, là, c'est la même chose. Quand tu prends pétrole là, on a découvert pétrole chez toi. Il y a 3 types de pétrole. Il y a le premier type, le pétrole qui a une grande valeur là, on appelle ça le Brent, le B-R-E-N-T. Ça, généralement, je dis bien généralement, on trouve ça en pleine mer. Et après, quand je vais dire ça, si vous-même vous appliquez votre intelligence minimale, ça va vous donner une idée pour savoir quel type de pétrole la Côte d'Ivoire a. Est-ce que vous avez une fois vu du pétrole être enlevé sur la terre en Côte d'Ivoire? Je vous ai dit que le pétrole Brent, la qualité supérieure du pétrole là, c'est en plein dans la mer qu'on trouve ça. Baleine se trouve où? Calao se trouve où? Par contre, si vous venez dans d'autres territoires, comme les États-Unis, vous allez trouver en majorité ici, c'est le West Texas Intermediate. Ça veut dire quoi? Un pétrole de 2e qualité qui est en quantité ici aux États-Unis. Et la 3e catégorie, si vous voulez, le 3e choix, on appelle ça le Dubai Light. On trouve ça beaucoup en Asie. Parce que c'est pas parce qu'on est sur la terre qu'on doit être tous la même chose. C'est pas parce qu'on est tous des arbres dans la forêt qu'on doit tous être constitués de la même manière. En fonction des zones climatiques et en fonction de la région où tu te trouves, est-ce qu'il y a un endroit où il neige là? Est-ce que cet endroit-là peut avoir les mêmes animaux et les mêmes réalités qu'un endroit où il ne neige pas? Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a ces 3 types de pétrole. Maintenant, parmi ces 3 types de pétrole, la Côte d'Ivoire, là, ce que nous on a en majorité, là, qu'on extrait en pleine mer, là, c'est le Brent. Ça veut dire la qualité supérieure de ses supérieurs. C'est ça que nous on a. Mais comme nous, on n'était pas un pays qui avait basé son économie sur la production du pétrole, on n'a pas la technologie et les industries qu'il faut pour raffiner le Brent. Qu'est-ce qu'on fait? On vend en dollars ou en euros ce pétrole si cher pour avoir de l'argent en euros ou en dollars. Et maintenant, on prend une partie de cet argent-là pour payer un autre type de pétrole qui peut être soit le 2e choix ou même le 3e choix en fonction des besoins de notre pays. Et puis maintenant, comme notre cire là, c'est ce qu'elle peut raffiner, on fait les raffinements et en fonction de nos besoins et des besoins de nos clients dans la sous-région. Voilà ce que fait la Côte d'Ivoire. En d'autres termes, j'ai un produit de haute qualité. Je vends ça à 1000 francs. Quand je vends à 1000 francs, je reviens payer un produit de 2e qualité à 300 francs. Il me reste toujours 700. Maintenant, quand je paye là, maintenant, je prends la différence là. Je renforce mon économie avec. Et les 300 que j'ai pris là, et le pétrole 2e choix que j'ai payé là, je prends ça et puis je raffine à 200 francs. Donc quand je finis là, j'ai dépensé que la moitié. Donc les 1000 francs auxquels j'ai vendu mon pétrole là, j'ai pu payer un pétrole de 2e choix, le raffiner et je reste toujours avec 500 francs en poche. Et ces 500 francs là, je prends ça pour continuer à faire mon économie. Voilà la réalité que Mamadou Coulibaly ne veut pas expliquer aux gens. Et quand tu comprends ça, comme ça, simplement, est-ce que ce que la Côte d'Ivoire fait, c'est bête ou même c'est intelligent? Est-ce que ce que la Côte d'Ivoire fait, est-ce qu'on peut demander à la Côte d'Ivoire d'aller au Nigeria payer des raffineries qu'on n'a pas les moyens, dont on n'a pas la technologie? Nous, on a besoin que du gasoil. On a souvent besoin du fuel. On a besoin de l'essence. Voilà ce qui nous intéresse. Mais après ça, on peut utiliser le pétrole pour faire d'autres choses.
Nous, on ne connaît pas ça, on n'a pas besoin de ça aussi. C'est pourquoi notre cire là, on prend pour faire gasoil. Quand on fait gasoil là, c'est pour que c'est les bateaux qui prennent ça avec les camions qui transportent sable là. C'est eux qui prennent ça parce qu'ils ont moteur diesel. Notre essence qu'on produit là, on produit ça parce que le type de technologie des véhicules qu'on a, ça prend de l'essence. C'est comme ça que ça se passe. On ne va pas aller produire des composés qui ne sont pas d'utilité pour notre pays. Et donc, quittons dans la malhonnêteté intellectuelle et ayons le courage d'expliquer les choses simplement. Parce que nous sommes tous des élèves. Il ne faut jamais tromper les gens en les mettant dans le flou. Et donc, la Côte d'Ivoire ne perd absolument rien. Et mieux, les 300 francs qu'on prend pour payer le pétrole là, généralement on paye ça avec le Nigeria. Mais vu que chaque fois, même les 300 francs qu'on prend, que le Naira est en dégringolade chaque fois, quand on prend 300 francs CFA, allez aujourd'hui, vous prenez le taux du jour, allez regarder 1 euro, 1 franc CFA fait combien de Naira? Vous allez voir que peut-être il faut multiplier par 20, mais par 30. Donc si tu as 300 là, ça devient en même temps 6000 Naira. C'est un exemple comme ça que je prends. Donc quand tu vas payer là, c'est pas marchandise de 300 que tu as payé, c'est marchandise de 6000 Naira que tu as payé comme ça. Et là encore, on fait un profit encore à cause de la valeur du franc CFA. Donc on gagne 2 fois. Mais comme lui, Mamadou Koulibaly est frustré, il n'a pas d'argument, il veut venir tromper les gens. Pour dire non, vous voyez, non, ils font de la marmaille, c'est pas intelligent. Mais si c'était pas intelligent, la cire allait s'effondrer. Le modèle économique même allait s'effondrer. Puisque aujourd'hui, on te parle là, si ça ne marchait pas, on devait avoir pénurie de carburant en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire a un. C'est pourquoi le carburant qu'on paye là, c'est l'un des carburants qui est le moins cher. Allez regarder le prix à la pompe. Comparez le prix de la pompe en Côte d'Ivoire avec celui des autres pays. Et c'est là que vous allez comprendre l'avantage de ce système-là. Et donc, mesdames et messieurs, on a été suffisamment long. On va s'arrêter là. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis. Nous n'avons pas la quintessence de la connaissance. Nous ne connaissons pas tout. Ceux qui savent mieux que nous, vous êtes invités à venir expliquer ce que vous savez. C'est une tribune pour éclairer tout le monde. Que vous soyez opposant, que vous soyez scientifique sachant, la plateforme est ouverte à tout le monde avec l'objectif de venir pour nous enseigner ce qu'on ne sait pas. Parce que nous-mêmes, on parle là, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On peut aussi faire des erreurs, on peut se tromper. La plateforme est ouverte à la contradiction pour apprendre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonsoir à tous. Maintenant, mon frère Chitad, laissez Mamadou Koulibaly là où il est là. Parce que je le dis toujours, tous ces responsables FPI, PPAC, COGEP, ils sont tous nés après la honte qu'il a bien développé, hein, a fait des pétroles là. Et à son temps, au temps des béliers, donc ils avaient augmenté le prix du gasoil. Il y a le ministre de l'économie et des finances des béliers qui est passé à la télé. Et façon que tu as expliqué, c'est comme ça, il avait dit exactement. Nous avons une raffinerie et la Côte d'Ivoire a une très bonne qualité de pétrole. Et à ce moment-là, on ne produisait que, je crois que, ce qu'ils nous ont dit, hein, que 60 000 barils de pétrole que la Côte d'Ivoire produisait par jour. Et le ministre de l'économie et des finances, ou bien le ministre de l'énergie et du pétrole à son temps, de Bédier, avait exactement dit ouais, que nous allons acheter le pétrole de moins cher au Nigeria et on vient le raffiner pour servir aux besoins des Ivoiriens. Donc, il peut venir critiquer aujourd'hui. Comme il a la grande gueule, on va lui rappeler les faits. Lorsque le président Alassane Ouattara, pendant la campagne de 2010, on lui posait la question sur la gestion du pouvoir Gbagbo,
et les malversations qu'il y avait eu, le président Ouattara avait dit à ce temps qu'il allait budgétiser. Lorsque la question a été posée, à lui-même Gbagbo Sékou, l'homme au Mougouba sauté de Mama, de pied gauche, à Boussila. Et au lieu de répondre à la question du journaliste, comme à ce moment-là, le pétrole n'était pas budgétisé. Je vous dis que le massacre économique que Gbagbo et son entourage ont fait dans l'économie de la Côte d'Ivoire, même Oufoué pendant ses 40 ans ou bien 33 ans de pouvoir, ne l'a pas fait. Le pétrole n'était pas budgétisé. Le pétrole n'était pas budgétisé sous Gbagbo. C'était sous forme de blanchiment d'argent. C'est-à-dire que toutes les ressources pétrolières qui étaient vendues sur Gbagbo ne rentraient pas dans la ligne de budget de la Côte d'Ivoire. En sorte, c'était comme une caisse noire. Voilà ce que Gbagbo dit aux journalistes. Il dit ouais, que depuis Oufoué, qu'on ne parlait pas du pétrole, on ne parlait que de l'agriculture. Et que le pétrole a été découvert en 1972 sous le régime de Félix Houphouët-Boigny. Et que Oufoué qui ne buvait pas de l'alcool, ce jour-là, Oufoué, lorsque ça a été annoncé ouais, que la Côte d'Ivoire a des ressources pétrolières qui venaient d'être découvertes, que c'est ce jour-là que Oufoué a pris sa première coupe de champagne. Que donc si aujourd'hui, eux, le FPI, on parle du pétrole, que c'est qu'il y a un début de transparence. Et que même que c'est l'argent de ce pétrole-là qu'on prenait pour réhabiliter Yamoussoukro. Il allait plus loin. Que c'est l'argent de ce pétrole qu'il est en train de construire la maison des députés à Yamoussoukro. À son temps, Gbagbo nous faisait croire ouais, que le palais parlementaire qu'il est en train de construire à Yamoussoukro venait des ressources pétrolières et que la ville de Yamoussoukro était en train d'être réhabilitée grâce à l'argent du pétrole. Et pendant ce temps, nous tous, nous avons vu qu'il n'y avait rien à Yamoussoukro. Yamoussoukro était délabré. Après ça, si Gbagbo et Mamadou Koulibaly, surtout Mamadou Koulibaly, peut parler aujourd'hui de l'économie de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi à son temps, il n'a pas dénoncé? Et même s'il avait dénoncé, pourquoi il n'a pas démissionné? Voilà pourquoi encore, nous disons à tous nos militants de ne pas oublier ce qui s'est passé hier. Gbagbo Laurent, Mamadou Koulibaly, pendant que tu étais encore la deuxième personnalité du pays, même si c'était sur papier, sinon en réalité c'était Simone Gbagbo, qui était la deuxième personnalité du pays. Pour toi là c'était sur papier. Mais à son temps, lorsque l'argent du cacao a été détourné, plus de 800 milliards, parce que c'était tellement honteux que vous avez dit que c'était 400 milliards, sinon c'était presque 1000 milliards que vous avez détourné sans disant que vous allez venir construire une usine de chocolat aux États-Unis ici. Ça a été un scandale. Parce que vos scandales là, c'était tellement beaucoup. Mais si l'argent du pétrole aujourd'hui sert à quelque chose, mais c'était tellement du blanchiment de l'argent vis-à-vis. C'est l'argent du pétrole là, de la Côte d'Ivoire que Gbagbo prenait pour payer non seulement les mercenaires, mais c'est dans l'argent du pétrole là que tous ces blés goudés là sont devenus des multimilliardaires. Blé Goudé avait des stations partout à travers Yopougon. Si vous avez remarqué sur Gbagbo, les stations qui étaient peintes en bleu jaune, il y avait un même sur l'autoroute du Nord. Libya Oil.
Non, Libya Oil, c'est... Quand Gbagbo a vendu, c'était l'Ubafrique. Pour les bleus goudés, c'était l'Ubafrique. Vous voyez, Gbagbo a vendu la licence de Libya Oil, c'est ce qui était mobile. Quand Kadhafi a fait un tour en Côte d'Ivoire où il a reçu Kadhafi en grande pompe, là, quand il est parti, Kadhafi a acheté. Mais pour les Gbagbo où il faisait les blanchiments d'argent, c'était l'Ubafrique, je crois. C'était peint en jaune-bleu. C'est dans ça qu'ils entretenaient les milices. C'est dans ça Bleu Goudé est devenu multimilliardaire. Et c'est dans ça l'argent du pétrole que Gbagbo a donné aux Libanais. Ces stations-là étaient gérées, confiées aux Libanais. Et en retour faisaient des comptes à leurs mandataires qui étaient les cadres du FPI. Ils ne se sont pas arrêtés là. Si Sam l'Africain menace Afin Guessan, Sam Africain, je crois que c'est déplacé à aller jusqu'en Guinée équatoriale. Ils ont ouvert des entreprises en Guinée équatoriale. Mais je vous dis, l'argent que Gbagbo et sa troupe ont volé dans les 10 ans de la gestion de la Côte d'Ivoire, je peux vous dire que c'est plus de 100 000 milliards. Voilà pourquoi aujourd'hui, cet argent qu'ils ont amassé, il fallait le distribuer dans la sous-région. Je vous dis que Gbagbo et les cadres FPI, ils ont des comptes dormants au Cap-Vert. Vous voyez que Cap-Vert, c'est un petit pays. Ils sont dispersés dans les îles. Ils ne font pas de bruit. Si Cap-Vert n'est pas participé à la Coupe d'Afrique, là, jamais tu vas attendre du bruit au Cap-Vert. C'est un pays civilisé. C'est un pays, quand on dit l'indice de développement humain en Afrique de l'Ouest, là, il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui a un indice de développement humain que le Cap-Vert. Là-bas, le taux de l'éducation est presque à 100%. La majorité des cadres FPI que vous voyez là, ils ont presque tous des comptes dormants au Cap-Vert. Je sais de quoi je vous parle. Et tous, ils sont là aujourd'hui, en train de regarder. Mais c'est que nous, en tout cas, nous avons prié Dieu. Et nous continuons de prier Dieu. Que Dieu donne encore beaucoup la santé. Que Dieu nous donne tous longue vie, la santé. Au président Alassane Ouattara, à son épouse Fandagoué. Et les meilleurs cadres RHDP qui ne font pas le double jeu, qui sont du côté du président Alassane Ouattara. Compte particulier contre Laurent Gbagbo, par exemple. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas. Je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Il vous a pas échappé. C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez en attendant? Pour le moment, moi, je ne les juge pas. Je regarde la curiosité et puis j'ai des points d'interrogation sur la tête. Je pose des questions. J'aimerais bien comprendre pourquoi, avec
tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, ces choses-là ont pu arriver. Chers tous, décidément, la Côte d'Ivoire a le vent en poupe. Ce pays a le vent en poupe parce que la Côte d'Ivoire, jadis première économie de la zone UEMOA, aujourd'hui est considérée comme l'un des pays qui a une croissance forte, soutenue et stable. Le Nigeria, qui était la première puissance économique d'Afrique, avec l'Égypte, ont dégringolé. Le Naira est aux abois. Le Naira du Nigeria ne vaut plus rien depuis que Tinubu est arrivé au pouvoir. La situation économique au Nigeria est dramatique et intenable. L'Égypte est à genoux. Le dollar égyptien est tombé à moins d'un tiers, à plus d'un tiers de la valeur du dollar. L'Égypte est sous perfusion des institutions du Bretton Woods. Pendant ce temps, un petit pays comme la Côte d'Ivoire réalise des prouesses économiques. Aujourd'hui, en Afrique, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des premières économies les plus fortes en termes de croissance, avec le Rwanda et l'Éthiopie. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Cela veut dire que ceux qui sont à la tête du pays ont travaillé et continuent de travailler. Ceux qui sont à la tête du pays ne sont pas des baltringues. Ils savent où ils vont parce que qu'on l'aime, qu'on les aime pas, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va laisser pour le pays. Et en la matière, les nouvelles sont très, très, très bonnes et rassurantes. Pratiquement, les signaux se verdissent de jour en jour. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays dans le monde dont on connaît l'inflation, mais la capacité du gouvernement ivoirien à absorber ces crises-là et à faire en sorte que l'économie ivoirienne tienne et grandisse est extraordinaire. Je me demande bien comment et avec quel argument l'opposition ivoirienne pourra vraiment aller à la conquête du pouvoir. Parce que une chose est certaine, ils ne pourront pas faire plus ou changer de route ou détruire toutes les bases de l'économie déjà installées. Parce que c'est simple. Ce qui est fait maintenant, c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'il faut faire. Donc, soit ils vont faire la même chose, soit ils vont nous mener à l'aventure. Voilà les deux possibilités. Pour le moment, il y a un nouveau venu, M. Thiam, qui a esquissé quelques points de ses réflexions et qui veut baser l'économie ivoirienne donc sur l'épargne nationale, etc. Bon, il n'a pas encore vraiment développé pour qu'on puisse dire si cette posture-là est la meilleure et qu'elle va nous propulser plus haut. On sait que c'est une solution. Mais est-ce que c'est la solution? Pour le moment, il a parlé de politique générale, de vision générale. Il faut être spécifique et précis. Donc nous l'attendons. Mais il faut être honnête. L'économie de la Côte d'Ivoire se porte bien. Et très bien. Et cela a l'honneur du gagneur de coupe d'Afrique,
Cela est à l'honneur de celui sous qui on a eu le plus de champions internationaux. Cela est à l'honneur de celui sous qui, sur le plan artistique, on a eu les meilleures éclosions de nos artistes. Avec ces jeunes qu'on décore aujourd'hui, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, en tout cas pour ceux qui savent se distinguer, est reconnue par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Cela n'est pas arrivé depuis longtemps. Rendons à César ce qui est à César.